Bonjour et bienvenue dans les dossiers psycho. Le sujet d'aujourd'hui est consacré aux relations familiales. Si les relations humaines sont complexes, les relations familiales le sont encore davantage. Secrets de famille, disputes non digérées ou simples rivalités fraternelles, il n'est pas rare que certains repas de famille virent au règlement de compte. Alors que l'on dit la famille sacrée, pourquoi dans certains cas le clan familial peut-il être notre pire ennemi ? C'est ce que nous allons chercher aujourd'hui à mieux comprendre avec Jean Dorido, docteur en psychologie. Jean, bonjour. Bonjour Émilie. Alors pourquoi certains contentieux traversent les années pour éclater un beau jour entre le fromage et le dessert ? Alors ça, c'est vrai que c'est en fin de compte, c'est la fameuse image de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui vont se trouver blessées à un moment, et plutôt que de percer l'abcès immédiatement, ces personnes vont prendre sur elles, et ça peut, c'est vrai, traverser de longues années. Et puis, oui, comme vous dites, un jour, il va se passer quelque chose, un événement déclencheur, et la personne va exploser. Et ce que l'on remarque, c'est qu'il est fréquent que ça arrive après un changement dans la structure familiale. Ça peut être après un mariage, après une naissance, après un décès. Il y a quelque chose qui s'est un petit peu ébranlé dans l'architecture familiale, et ça peut parfois être à l'origine d'une espèce de passage à l'acte, et la personne effectivement explose. Alors peut-on cesser d'en vouloir à ses parents ? Et d'ailleurs, faut-il régler ses comptes en famille ou faut-il renoncer à dire ce que l'on a sur le cœur ? Alors là, il y a plusieurs questions. Alors, peut-on arrêter d'en vouloir à ses parents ? On peut souhaiter déjà de ne pas en vouloir à ses parents. Ce n'est pas une fatalité. Bien entendu. En revanche, c'est vrai que si une personne a un jour des griefs, le mieux c'est d'en parler. En psychologie, c'est une règle d'or. Tant que vous parlez dans un climat apaisé, vous ne pouvez pas vous tromper. Se taire, c'est un piège au contraire. Maintenant, pour parler, il faut être deux. Et même si parent reste le métier sans doute le plus difficile au monde, c'est vrai que certaines relations familiales parfois sont tellement compliquées. Il y a des personnes qui ont été maltraitées dans leur enfance, certaines ont été abusées. À ce moment-là, lorsque l'échange, le dialogue est possible, encore une fois, il faut y aller, c'est important. En revanche, si ça n'est pas possible, parce que la personne se heurte à un mur, là, à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a un travail d'acceptation à faire, qui veut dire que le travail, la personne le fera seule, elle ne sera pas accompagnée par ses parents. D'accord. Alors, dans le cadre peut-être d'un dialogue ou peut-être d'une thérapie, est-il possible d'obtenir réparation, justement ? Eh bien, c'est la question qu'il faut poser à la personne qui formule les reproches, dans le fond. Le danger, si vous voulez, de la réparation, en ce qui concerne les relations familiales, c'est le danger du puits sans fond. C'est-à-dire que le puits ne peut jamais être plein parce qu'il n'y a pas de fond. La personne qui va vous dire, par exemple, « Vous ne m'avez jamais autant aimé que mon frère », par exemple. Que dire à cette personne ? Son enfance est passée, son adolescence aussi. Elle est devenue un adulte responsable. Et cette personne va vous dire, « Papa, maman, vous m'avez toujours moins aimé que mon frère ». Qu'est-ce qui va permettre à cette personne de dire oui, ça y est, c'est réparé. Merci papa, merci maman, vous avez effectivement réparé. C'est compliqué. C'est cette fameuse formule, l'amour ne souffre aucun grief. Tant que la personne est dans le reproche, c'est difficile d'obtenir réparation. En revanche, cette personne peut apprendre peut-être à tourner la page, à se défaire de ce sentiment d'injustice qui est peut-être justifié, bien réel, et qui peut-être n'est dans le fond pas justifié. Même Une interprétation finalement. Ben oui, comment a-t-elle vécu les choses ? Qu'est-ce que son cerveau a imprimé ? Qu'est-ce que son cerveau a oublié ? Même si le sentiment de chacun est respectable en psychothérapie et également en thérapie familiale, il y a aussi ce fameux principe de réalité, au moins que la personne puisse envisager
peut-être que sa réalité n'est peut-être pas la réalité des autres. Voilà, peut-être qu'elle peut accepter d'entendre des parents lui dire, écoute, pardon, on ne s'est pas rendu compte. Voilà. Tu nous dis qu'on préférait nous, on n'a pas vécu la même chose que toi, on vous aime pareil les deux. Chacun, si vous voulez, vit dans une réalité différente. Et encore une fois, le dialogue, l'échange, c'est précisément échanger chacun sur sa propre réalité. Voilà. C'est de dire à l'autre, comment tu as vécu les choses, toi ? Ah d'accord, bah, tu vois, moi regarde, je les ai vécus différemment. Et on met en commun ces vécus différents. Et pardon, pour la tarte à la crème, c'est une réalité. Tant qu'il y a de l'amour, tout est possible. Parce que c'est ce qui crée l'alchimie de la transformation, l'amour. En revanche, s'il y a plus de rancœur, plus d'amertume que d'amour, là c'est compliqué. Parce que là, par définition, on ne peut pas obtenir réparation. Tant que la personne est dans la rancœur, même sans faire de mauvais jeu de mots lacaniens, dans la rancœur, même son cœur n'est pas suffisamment ouvert pour envisager de passer à autre chose. D'accord, alors justement, vous en parliez, Jean, la relation frère-sœur, enfin, en tous les cas, la relation fraternelle. Donc, on dit souvent qu'on s'entend comme chien et chat, mais que se reproche-t-on exactement ? C'est-à-dire que c'est le problème de la rivalité, si vous voulez, quand on est enfant, il faut bien accepter que l'enfance, c'est vraiment une période de l'existence d'une ultra-sensibilité. Quand vous êtes enfant, alors c'est vrai que parfois les adultes que nous devenons oublient cette sensibilité de l'enfance. Et il peut suffire d'un mot, d'un geste qui peuvent marquer des personnes à vie. Et puis bon, c'est un fait, il y a le climat familial aussi. Certains parents aimants, sans vouloir mal faire, vont parfois instaurer un climat un peu de rivalité. Peut-être eux-mêmes, le papa, la maman, sont-ils un peu en rivalité ? Tu as vu, chérie, comme j'ai réussi ce truc-là ? Ah oui, mais attends, moi l'autre jour, quand même, j'ai réussi mieux que toi. Et donc, si vous voulez, ça peut imprégner, parce que les enfants sont des éponges, et c'est vrai que ça peut parfois détériorer des relations fraternelles et qui vont rester dans la durée pour peu justement qu'il n'y ait pas le dialogue suffisant, pour peu qu'il n'y ait pas l'amour, la bienveillance suffisante, eh bien chacun reste avec ses blessures et ses amertumes. Et alors dans ces problématiques familiales, il y a les fameux secrets de famille. Jusqu'à quel point le secret de famille peut-il nuire ? Écoutez, manifestement, de ce que dit la psychopathologie sur le sujet, c'est pas bon les secrets de famille. C'est pas bon, ça peut même créer de vrais troubles, notamment chez les enfants et plus tard à l'adolescence. C'est vrai qu'il n'est pas rare de voir des situations d'adolescents qui sont très très mal, qui se mettent en danger, qui vont basculer dans des comportements très très toxiques pour eux, qui vont se mettre en danger, et de réaliser qu'il y a un lourd secret dans la famille. Après, c'est toujours le problème, si vous voulez, dans ce métier, c'est que par définition, les familles à secret dans lesquelles il n'y a pas de problème, vous ne les voyez jamais. Par définition, vous n'allez voir que les familles dans lesquelles il y a un problème. Donc c'est toujours très très difficile, vous savez, voilà, de distinguer de la poule et de l'œuf lequel a fait l'autre en premier. Pour autant, oui, manifestement, on peut dire que le secret de famille, c'est pas bon, ça crée des non-dits, ça crée des tabous, ça crée une espèce de tension familiale qui s'avère manifestement, dans bien des cas, être très toxique. Et comment justement peut-on expliquer le fait de faire perdurer ce secret de famille d'une génération à l'autre ? C'est-à-dire que oui, il y a une espèce de transmission comme ça générationnelle, parce que imaginez par exemple une famille dans laquelle une dame a été prostituée à une époque. Forcément, ses frères, ses sœurs, ses enfants, ses parents vont taire la chose. Et puis la génération d'après, on dit mais alors et grand-mère, ou alors et tata machin, mais qu'est-ce qu'elle faisait ? Non écoute, elle faisait rien, ou on te dira plus tard. Et puis même encore une génération après,
C'est des personnes qui vous disent oui, non, je ne sais pas, voilà, j'avais une tante bizarre. Bon, et certains psys, alors là, ce n'est pas l'unanimité, toutefois, certains psys vont même jusqu'à dire que même quand il y a eu une espèce d'oubli de certains secrets, eh bien, ils peuvent quand même réapparaître comme s'il y avait quelque part une zone dans le crâne, voilà, oui, qui finalement hériterait de tout ça. Pourquoi pas? Le cerveau, ça reste un grand, grand mystère, même si les neurosciences progressent, ça reste un grand mystère, le cerveau, et sans doute qu'on va assister à bien des découvertes, à bien des compréhensions, et ma foi, si vous voulez, le juge de paix en psychothérapie, c'est par rapport à toutes ces croyances qu'on peut avoir sur la transmission de secrets de famille ou autre, le juge de paix, c'est de savoir est-ce que ça va vraiment aider la personne qui vient consulter. C'est ça finalement qui compte en réalité. Si vous avez une personne qui a des troubles obsessionnels compulsifs, qui se lave les mains 50 fois par jour, si ça peut l'aider d'envisager que mais c'est son arrière-grand-mère qui avait assassiné quelqu'un et depuis voilà il se sent les mains sales, il faut laver. Si ça l'aide à sortir de son trouble, écoutez, c'est sensationnel. Que ce soit vrai ou pas, finalement, devient presque secondaire. La personne a échafaudé un roman personnel, une histoire personnelle qui a fait que ça lui a donné la permission, je dirais, de sortir de son trouble. Et finalement, c'est ça l'essentiel. Exactement. Merci. Alors, pour revenir justement aux brouilles, qu'elles soient fraternelles ou envers ses parents, le chemin de la réconciliation passe-t-il tout simplement par nous-mêmes, quand on n'a pas de réponse ni d'interaction? Alors, oui, indéniablement, nous sommes tous responsables de nos rancœurs, nous sommes tous responsables de nos reproches, nous sommes tous responsables de ce pardon parfois si difficile que l'on va accorder ou pas. Là-dessus, les familles, si vous voulez, sans doute le sujet le plus délicat, c'est la maltraitance. C'est un vrai sujet. Il y a des enfants qui meurent chaque année en France de maltraitance. Et c'est une vraie question. Je ne sais pas qui peut répondre d'ailleurs à cette question. Est-ce qu'il faut pardonner à des parents maltraitants? Puis qu'est-ce que ça veut dire? Et puis concrètement, comment on fait pour pardonner à des parents qui vous ont maltraité, qui parfois vous ont imposé des sévices innommables? Donc si vous voulez, hélas, il n'y a pas de grande vérité là, dans cette histoire. Là, on est vraiment pour le coup, vraiment dans le cas particulier. Là, on est vraiment dans le domaine de la thérapie individuelle. Chacun arrive avec sa singularité, avec son histoire familiale, avec son vécu. Et oui, bien sûr que nous sommes acteurs de ce que l'on a envie de faire avec son histoire familiale et puis de ce qu'on est en capacité de faire. Et c'est le travail du thérapeute d'aider la personne à trouver en elle les ressources pour faire ce qu'elle a envie de faire avec son histoire. Est-ce qu'elle a envie de pardonner? Est-ce qu'elle a envie d'oublier? Est-ce qu'elle a envie de construire quelque chose de nouveau? Est-ce qu'elle a au contraire envie de tourner la page? Ça, c'est vraiment un travail qui se construit à deux avec le thérapeute. Alors justement, donc vous êtes vous-même docteur en psychologie, vous recevez des patients. Comment se passe le cadre d'une thérapie familiale? Alors, historiquement, et puis je dirais même de façon très pratique, la thérapie familiale, ça se passe en famille justement, comme son nom l'indique. Il y a une vraie tradition en psychothérapie, de thérapie familiale, qui travaille avec ce qu'on appelle la systémique. Voilà, c'est la théorie des systèmes. C'est une famille fonctionne comme un système, et vous avez par exemple des familles dans lesquelles il y a un enfant symptôme. On parlait tout à l'heure des secrets de famille, et il peut y avoir un enfant symptôme. Cet enfant est le symptôme de ce secret qui est là dans la famille. C'est très surprenant la thérapie familiale. Ça, c'est vraiment le travail classique de thérapie familiale, et même historiquement, ça se fait souvent avec des caméras, derrière des glaces sans teint. Ce sont des équipes de thérapeutes qui travaillent, qui repassent les films, etc. Pour autant, il est tout à fait possible, et ça c'est davantage mon travail, de consulter seul pour une problématique familiale.
Et là, précisément, on travaille sur des souvenirs, sur des séquences, sur des épisodes, et on analyse de trouver quelle est la difficulté qui se pose, et pour justement développer ensemble des solutions. Est-ce que c'est le pardon? Est-ce que c'est effectivement le dialogue? Quand c'est possible, c'est toujours sensationnel de pouvoir échanger, dialoguer, parce que ça aide, encore une fois, à réécrire son histoire personnelle. On pourrait dire qu'un travail finalement de psychothérapie individuelle, c'est un travail de réécriture d'histoire. C'est comment est-ce que je vais réécrire mon histoire. Ça peut se faire sans hypnose, ça peut se faire avec hypnose. Une espèce de voyage comme ça où la personne va, de façon plus ou moins consciente, plus ou moins lucide, va réécrire son histoire. Elle va réécrire des séquences. C'est comme un metteur en scène dans un film. Il va mettre plus d'éclairage sur certaines séquences, moins sur d'autres. Il va faire un découpage différent. Et ça, c'est inouï parce que ça change vraiment positivement la vie. D'accord. Et dans le cadre d'une famille recomposée? Alors ça fait beaucoup de travail pour les psychologues, sans faire de mauvais esprit. Ça fait du travail parce qu'il y a de toute façon, sans parler de thérapie, il y a de toute façon bien souvent une nécessité d'apprentissage. Il faut apprendre, tout ne s'invente pas. On va à l'école, on apprend des choses sensationnelles, les mathématiques, le français, l'anglais, l'histoire, la géographie, les sciences physiques, c'est extraordinaire. Et on n'apprend pas à vivre en famille, et encore moins à vivre en famille recomposée. Et il y a vraiment un travail d'apprentissage. Comment faire pour que chacun s'approprie sa juste place, le papa, la maman, le nouveau copain de maman, la nouvelle copine de papa, le nouveau copain de papa, la nouvelle copine de maman. Il y a plein de possibilités, les frères, les sœurs, les enfants des uns des autres. Et ça, c'est vrai que ça s'apprend. Il y a des règles de bon fonctionnement qui rendent la vie plus simple. Et c'est vrai que pour qui ne connaît pas ces règles, il peut y avoir danger, à vivre des situations parfois très explosives. Mais on s'en sort toujours. D'accord. Il ne faut donc pas hésiter à venir vous consulter, puisque je le rappelle, donc vous avez vous-même votre propre cabinet à Paris. Pouvez-vous nous rappeler comment faire? Le plus simple, certainement Doctolib. Ça, on ne peut plus se tromper. Je crois que tout le monde connaît maintenant Doctolib, avec mon nom. Et mon assistante au 01 42 25 13 63, 01 42 25 13 63. Et puis le site internet hypnoseparis.com, tout attaché, www.hypnoseparis.com. Merci Jean. Merci Émilie.